Google a annoncé le déploiement de la Google June Spam Update. Faut-il s'attendre à de nouvelles baisses de trafic suite à la March Core et Spam Update qui a affecté de nombreux sites en France et dans le monde? On vous en dit plus dans quelques instants. Bonjour à tous, c'est Vincent. C'est donc avec cette grosse actualité SEO qu'on va débuter le résumé des actualités digitales de la semaine. Je vous invite dès maintenant à vous abonner à notre newsletter ainsi qu'à notre chaîne YouTube pour ne pas manquer nos prochains épisodes. Le 20 juin dernier, Google a déployé la Spam Update de juin 2024. Donc concrètement, c'est une extension de la March Core et Spam Update qui a eu lieu en mars 2024 de cette année et qui a affecté un nombre incalculable de sites internet en France comme à l'étranger. Donc bien qu'il y ait eu une mise à jour en mai dernier qui ciblait principalement tout ce qui était sites d'autorité qui vendaient des sous-domaines à des fins de positionnement SEO, cette Spam Update, elle vient dans le prolongement de la Spam Update de mars dernier. Et donc on va voir ensemble rapidement quels sont les principaux types de sites et d'actions qui sont ciblés par cette Spam Update. Donc les différents types de sites qui vont être ciblés par cette Spam Update sont les suivants. Donc dans un premier temps, tous les sites qui pratiquent le cloaking. Le cloaking, c'est quoi? Ça consiste à afficher une version différente au Googlebot, donc du coup au robot explorateur de Google, d'un contenu, donc d'une page, et une version différente aux internautes. Donc l'idée ici, forcément, c'est d'optimiser davantage la version qu'on affiche à Googlebot et de désoptimiser et de réoptimiser pour la conversion celle qu'on affiche aux internautes. Donc cette pratique est clairement ciblée par la Spam Update, c'est la première. Ensuite, une seconde pratique qui est ciblée par cette Spam Update, c'est tous les sites qui vont être créés dans le cadre d'une stratégie de Private Blog Network, donc de PBN. C'est une stratégie qui est assez répandue dans l'univers SEO francophone et aussi international, qui consiste à créer son propre réseau de sites internet, généralement sur la base de domaines expirés, et qui vont pousser artificiellement du coup le référencement des sites internet en plaçant forcément des liens vers le money site. Donc une autre approche qui va être pénalisée par ce type de spam update algorithmique, ça va être toute l'utilisation des domaines expirés. Donc après, on ne sait pas exactement comment Google détecte l'utilisation d'un domaine expiré, mais on sait depuis la dernière March Spam Update que c'est vraiment un nouvel élément qui vont venir essayer de pénaliser algorithmiquement. Donc concrètement, si vous achetez un domaine expiré et que vous changez du jour au lendemain l'intégralité de la thématique de ce site-là, vous avez plus de chances d'être pénalisé que si vous maintenez une certaine cohérence avec l'ancien site. Donc parmi les autres pratiques qui vont être pénalisées, ça va être tout ce qui va être les sites avec du contenu qui va être piraté. Donc par exemple, si vous vous êtes fait pirater votre site internet et que vous avez toute une partie de votre contenu qui est du contenu qui n'a totalement rien à voir avec le reste de votre contenu, vous pouvez risquer d'être pénalisé par une spam update, même si c'est pas de votre ressort. Donc, il faut bien faire attention à pas se faire hacker et à bien protéger ces sites internet. Ensuite, les sites qui suroptimisent trop leur page, donc notamment avec des pratiques de keyword stuffing, donc de mettre des mots-clés un petit peu partout pour espérer mieux se référencer sur Google. C'est vraiment des pratiques que Google maintenant arrive bien à détecter et va pénaliser automatiquement. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est d'avoir une optimisation de ces pages qui va être de plus en plus mesurée, contrôlée et pas suroptimisée. D'autres types de pratiques qui vont être pénalisées par Google, ça va être tous les sites qui vont avoir des liens considérés comme toxiques par Google sur leur site ou qui vont vendre ce type de lien-là. Donc concrètement, Google depuis très longtemps, il lutte contre toutes les pratiques de netlinking et donc tous les liens qui vont venir de commentaires de spam, qui vont venir d'annuaires, qui vont venir d'articles sponsorisés potentiellement s'il arrive à le détecter, c'est des pratiques que Google ne tolère pas parce que c'est contraire à ces bonnes pratiques et donc du coup il va essayer de pénaliser les sites qui ont recours à ce type de pratiques-là. Donc il faut savoir que ça peut pénaliser à la fois le site qui vend mais aussi le site qui a acheté le lien potentiellement. Tous les sites qui vont publier du contenu de faible qualité, donc en masse, donc avec l'intelligence artificielle ou sans l'intelligence artificielle, ça peut être via la traduction automatique de contenu, via la récupération, le scrapping de contenu et le repartage de ce contenu scrappé, via l'utilisation de flux RSS pour republier du contenu dupliqué depuis d'autres sites internet. Toutes ces pratiques-là, c'est des pratiques qui sont historiquement pénalisées par les spam updates. Et donc Google va essayer au maximum de nettoyer ses résultats de recherche des sites qui proposent ce type de contenu.
Enfin, tout ce qui va être site d'affiliation, donc qui ne vont pas ajouter une plus-value par rapport du coup aux fiches produits, par exemple des produits qu'ils vont mettre en avant, qui ne vont pas apporter un avis d'expert et qui ne vont pas présenter plus d'informations que juste présenter le produit, peuvent être pénalisés par une spam update. Il faut savoir que Google a récemment mis à jour sa page dédiée à toutes les pratiques qui sont pénalisées via les spam updates, et donc on retrouve pas mal de références liées à tout ça. Au global, tous les sites d'affiliation ne sont pas pénalisés en soi. En revanche, tous les sites qui ne vont pas apporter de plus-value à l'internaute risquent d'être pénalisés, et c'est ce qu'on a vu d'ailleurs de manière assez flagrante au travers des dernières updates, que ce soit la HCU de septembre 2023, mais aussi la March Core Update de cette année. Donc concrètement, tous les sites qui ne vont pas apporter une plus-value flagrante risquent davantage d'être pénalisés par ce type de mise à jour là. Donc après, comment on peut analyser si on a été impacté ou pas? Google, aujourd'hui, il a indiqué que cette mise à jour, elle prendrait environ une semaine à être déployée. Donc, la fin de déploiement devrait être autour du 27-28 juin. Donc, probablement au moment où vous allez voir cette vidéo-là. Et donc, il faut toujours attendre la fin du déploiement pour analyser une éventuelle pénalisation par ce type de mise à jour-là. Moi, ce que je vous recommande, c'est d'utiliser Google Search Console, donc l'outil gratuit de Google, pour analyser des fluctuations en prenant la période, du coup, des 7 derniers jours, ou même idéalement d'un peu plus, avec un peu plus de data, je vous dirais les 15 derniers jours, la comparer à l'année dernière pour vous assurer que déjà il n'y a pas des fluctuations qui sont liées à des évolutions qui ont eu au cours de l'année, et aussi de la comparer versus les 2 semaines précédentes. Vous allez pouvoir identifier des tendances, analyser les pages qui sont en forte baisse et les pages qui sont potentiellement en hausse, pour voir aussi si c'est l'intégralité de votre site qui a été pénalisée ou si c'est uniquement certaines typologies de pages. Donc dans tous les cas, il faut à chaque fois bien contrôler ce type de données via Search Console avant de faire une quelconque repasse sur vos pages, et donc de mettre à jour vos contenus, de changer votre stratégie, etc. Donc c'est tout ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur cette spam update. Google n'a pas communiqué davantage d'éléments pour l'instant. On ne sait encore pas quand aura lieu la prochaine Core Update, qui risque, elle, d'avoir un impact plus important et qui devrait aussi pouvoir permettre à certains sites de sortir des pénalisations qui ont eu lieu lors de la March Core Update notamment. On se retrouve maintenant pour les 5 autres actualités digitales de la semaine. TikTok vient tout juste de lancer une nouvelle application pour concurrencer BeReal et Instagram. Baptisée Oui, cette nouvelle application a été lancée début juin et est actuellement disponible exclusivement sur Android. Donc cette nouvelle application, qui ressemble étrangement à Instagram, permet à des utilisateurs de partager des photos et des visuels concrètement uniquement à des amis proches. Donc c'est comme un Instagram en version privée. Aujourd'hui, l'application ne permet pas de partager des vidéos, elle permet exclusivement de partager des photos. Elle permet également aux internautes d'échanger entre eux via un système de direct message un peu similaire à Instagram, encore une fois. Donc cette nouvelle application sera bientôt disponible sur iOS, même si on n'a pas les détails de la disponibilité de cette application. Pour l'instant, il n'est pas possible de la télécharger en France, même si vous disposez d'un smartphone Android. Elle est exclusivement disponible à l'international. Kuaishou, une société chinoise, vient tout juste de dévoiler Kling. C'est un nouveau modèle de génération de vidéos à partir de texte qui entend concurrencer Sora d'OpenAI. Donc, comme vous le savez, Sora est actuellement indisponible. Personne ne peut l'utiliser aujourd'hui. Et donc, Kling entend directement le concurrencer et rendre accessible son modèle à n'importe quelle personne qui le souhaiterait. Donc aujourd'hui, Kling, il va permettre de générer des vidéos jusqu'à 2 minutes d'un réalisme qui est clairement très proche de celui de Sora. Et donc, tout ce que vous avez besoin, c'est de lui fournir une invite textuelle, donc un prompt, pour qu'il puisse générer une vidéo jusqu'à 2 minutes. LinkedIn vient de dévoiler 5 nouveautés pour les créateurs de newsletters sur sa plateforme. Donc à partir de maintenant, le format des newsletters va déjà dans un premier temps changer. Sur la gauche, vous aurez le contenu de la newsletter et sur la droite, vous aurez toute l'interface dédiée aux commentaires. Donc l'objectif de LinkedIn est d'engager davantage l'audience à interagir avec la newsletter qui a été partagée. La seconde amélioration consiste l'intégration de l'IA directement pour générer des couvertures
de vos éléments de newsletter. Donc à partir de maintenant, Microsoft Designer a été intégré directement dans les newsletters pour vous permettre de créer des couvertures grâce à l'IA. Donc il ne faut pas se le cacher, aujourd'hui la qualité des couvertures qui va être générée par IA va être moins bonne qu'un montage qui va être géré via Canva ou via un autre outil de PAO, mais c'est déjà une évolution qui est intéressante à voir. Troisième nouveauté, donc LinkedIn va désormais davantage alerter toutes les personnes qui sont dans votre réseau et toutes les personnes qui sont abonnées à votre newsletter avec des notifications à la fois push mais aussi des notifications par email. Donc là, ça va vraiment amplifier la portée de chaque article qui va être partagé dans votre newsletter et c'est vraiment la plus grosse actualité au final de ces 5 changements qui vont être intégrés dans les newsletters LinkedIn. Ensuite, à partir de maintenant, dans toutes les newsletters que vous allez partager, vous allez pouvoir intégrer à la fois des profils et aussi des pages LinkedIn directement dans le corps des contenus. Donc ça va permettre de faciliter le follow de profil et aussi le follow de page directement avec l'intégration d'un call to action direct dans la newsletter. Enfin, le dernier point, c'est que LinkedIn va permettre à tous les créateurs de prévisualiser leur newsletter avant qu'ils ne l'envoient. Donc vous allez pouvoir obtenir un lien de prévisualisation qui va vous permettre d'avoir accès à une page telle qu'elle serait publiée et donc vous allez pouvoir corriger les éventuels bugs d'affichage et les éventuels problèmes avec vos liens. Le groupe Meta vient d'annoncer une nouvelle fonctionnalité dédiée à toutes les pages Facebook qui l'utilisent pour répondre à leurs clients via le système de chat. Donc via Messenger, désormais, les entreprises pourront avoir un système de chat automatisé par IA qui va répondre à toutes les questions fréquentes que se posent les internautes. Donc il sera vraisemblablement entraîné sur la base de connaissances de l'entreprise. Donc on n'a pas les détails sur cette partie-là, mais c'est le plus probable. Et donc ensuite, l'IA qui va être l'IA propriétaire de Meta, donc Llama 3, va répondre de manière naturelle et donc conversationnelle aux questions des internautes. Ces derniers auront toujours la possibilité de demander l'aide d'un agent s'ils le souhaitent, mais ça pourrait permettre en tout cas de limiter au maximum les interactions avec les agents de service client sur des questions les plus fréquentes et sur des questions assez simples à répondre via un chatbot IA. Donc cette nouveauté n'est pour l'instant pas disponible à toutes les pages entreprises. Elle a uniquement été testée avec une sélection d'annonceurs, mais elle devrait être progressivement déployée en France et à l'étranger. Le quishing, c'est une toute nouvelle technique de hameçonnage qui est de plus en plus répandue en France et dans le monde. Cette nouvelle technique consiste à remplacer les QR codes disponibles dans les lieux publics et qui sont de plus en plus nombreux depuis notamment la Covid par des QR codes frauduleux qui vont rediriger l'internaute vers un site qui va collecter les données personnelles des internautes à des fins malveillantes. Donc parmi toutes les données personnelles qui peuvent être collectées, ça peut être des données de carte bancaire, des données simples de contact, mais les plus graves seront forcément toutes les coordonnées de carte bancaire. Donc ça peut être utilisé notamment sur des bornes de recharge de véhicules électriques, mais aussi dans d'autres lieux publics qui affichent des QR codes. Cette pratique, elle a été mise en avant notamment depuis l'arrivée des JO où de nombreux QR codes vont être diffusés partout sur Paris. Donc il est recommandé de bien faire attention avant de scanner un QR code, de s'assurer que l'URL vers laquelle on est redirigé est un site officiel et non un site frauduleux avant de renseigner quelconques informations. En règle générale, les recommandations, parce que les QR codes sont vraiment très ressemblants aux vrais QR codes, donc en règle générale, ce qui est recommandé, c'est vraiment de ne pas scanner un QR code si on n'en a pas l'obligation. Donc dans un lieu public, bien entendu. Ensuite, dans un second temps, il va falloir veiller à bien vérifier l'URL du site sur lequel on est redirigé, s'assurer que c'est bien le site officiel de la solution, par exemple de recharge, etc. Et de ne pas donner ses coordonnées sur un site qui nous semble douteux. C'est tout pour les actualités digitales de cette semaine, du moins pour notre sélection de cette semaine. On vous invite à vous abonner à notre newsletter si ce n'est pas déjà fait pour recevoir beaucoup plus d'actualités et beaucoup plus de débriefs chaque semaine, tous les jeudis dans votre boîte mail. N'hésitez également pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour recevoir les notifications de nos prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain débrief d'actualité digitale.